La TVT au cœur de l'information. Bonsoir, bienvenue, voici les titres du 20h. En route pour Tambanga, Pabri et Namundjonga, escale ce soir dans le Pendjal en compagnie du ministre Tchedri en charge des pistes rurales. Il y était ce jeudi pour faire l'état des lieux des pistes à visiter. Plus d'informations, moins de risques. 3 stations météo installées le long du littoral togolais viennent d'être réceptionnées. Pêcheurs et marins sauront désormais avec précision quand et comment partir en mer. À la une ce soir également le kente ou le pagne artisanal, vêtement des grands jours, mais un peu supplanté aujourd'hui. Une menace pour nos tisserands. Certains s'y accrochent, vous allez le voir. Voilà, madame, monsieur, le sommaire. Voici le journal. Un journal que nous ouvrons d'abord par cette visite au Congo du chef de l'État. Le président de la République, Faure Gnassingbé, a effectué ce jeudi 18 février une visite d'amitié et de travail à Brazzaville, en République du Congo. Dans la capitale congolaise, le chef de l'État et son homologue, Denis Sassou Nguesso, ont eu des entretiens en tête-à-tête. Les deux hommes d'État ont fait le tour d'horizon de la coopération entre leurs deux pays et abordé les questions continentales et internationales portant notamment sur le développement du continent, la consolidation de la paix, de la sécurité, la lutte contre l'extrémisme violent. Les stratégies communes de lutte contre la Covid-19 ont été également au centre de la rencontre avec les deux hauts dirigeants. Nous reviendrons à l'image sur cette visite du chef de l'État à Brazzaville dans nos prochaines éditions. Direction maintenant, je vous l'annonçais dans les titres, le Pendjal ce soir avec arrêt d'abord à Tambanga, à Pabri, puis à Namundjonga, des localités visitées par le ministre Tchedri en charge des pistes rurales. Une visite d'évaluation d'état des lieux de ces pistes très souvent empruntées par les forces de l'opération Kondouaré. La visite en images, les précisions de Tchazimla Mbaga. Cette rivière que foule le ministre du désenclavement et des pistes rurales, Tchédé Kamfitine, est la première d'une série de 3 qui traversent le tronçon Tambanga-Papri sur 6 km dans la préfecture de Pendjal-Ouest. Parmi elles, la rivière Pendjaga de triste mémoire. Il y a 2 ans, 3 ans, il y avait un camion gros porteur qui avait fait un accident ici avec des blessés. Et sur instruction du chef de l'État, on avait relevé les données et ce pont avait fait l'objet d'une étude d'avant-projet sommaire et une étude d'avant-projet détaillée. Il nous faut un pont de 80 à 100 mètres. Ce n'est pas une seule rivière, mais c'est jusqu'à 3 rivières. Donc 6 km, 2 ponts de 80 à 100 mètres, c'est environ 5 milliards. Donc je pense que nous allons mettre en place notre esprit de créativité pour trouver des ouvrages intermédiaires de type dallo multiples que nous allons construire en amont ou en aval, au lieu d'insister sur le même emplacement. Voilà pourquoi le ministre s'est rendu sur ce site en amont pour explorer la possibilité de réaliser l'ouvrage en un endroit où le lit de la rivière est plus étroit et donc à un coût moins onéreux. Pour le ministre, il s'agit d'ouvrir rapidement la piste afin de permettre aux producteurs d'écouler leurs marchandises et aux forces de l'opération Kondouaré, dans leur mission de bouclier antiterroriste, d'avoir un accès direct à la préfecture de Séquencé sans passer par celle de Tone. Même exercice de reconnaissance d'état des lieux et d'évaluation de la piste Nalouate, Namundjonga, Natare et Naïga, longue de 23 km. Parmi tous les tronçons que nous avons visités, c'est le tronçon qui pose le plus de problèmes en saison pluvieuse. Donc en saison pluvieuse, elle est pratiquement coupée et ou bien difficilement praticable, et ce qui ne permet pas une bonne mobilité de nos forces de défense et de sécurité dans le cadre de leur opération. Sur une longueur d'environ 500 mètres, vous avez près
de 10 ouvrages qui sont construits. C'est une zone marécageuse qui s'étend environ sur 2 km. Sur ce tronçon particulièrement, nous allons prendre des dispositions pour réaliser une étude d'avant-projet sommaire et d'avant-projet détaillé pour nous permettre non seulement de bien dimensionner les ouvrages qu'il faut, de bien faire l'implantation et surtout de choisir l'entreprise qu'il faut pour pouvoir exécuter les travaux avec la qualité requise. Avec cette démarche de collecte de données de terrain, le ministre du Désenclavement et des Pistes rurales veut matérialiser la vision du président de la République de renforcer l'efficacité des forces de l'opération Koudjouaré en facilitant leur mobilité et de booster l'économie locale par la libre circulation des producteurs et de leurs marchandises agricoles. Et je rappelle justement que cette descente sur le terrain du ministre Tchédéré intervient près de 2 semaines après la rencontre du chef de l'État avec les forces de l'opération Koudjouaré. Cette question, mieux cette interpellation, comment reconstruire nos forêts, nos paysages forestiers? Il n'y en a plus assez et tout le monde le sait, l'agriculture est passée par là, mais il n'est pas question d'en rester justement là. Un dialogue s'est ouvert ce jeudi à Lomé sur comment reconstituer nos forêts. Et de ce soupe. 1 400 000 hectares de terres forestières à restaurer. C'est l'engagement pris par le Togo dans l'initiative africaine de restauration de 100 millions d'hectares d'ici à 2030. Les agriculteurs et les organisations de producteurs sont identifiés comme des acteurs importants dans la dégradation du paysage forestier dans leur recherche de terres cultivables. Et c'est justement eux qui sont également impliqués au Togo dans la recherche de solutions durables pour corriger le tir. Un dialogue est ici entamé pour réfléchir ensemble, évaluer les efforts de contribution de chacun pour mieux accompagner l'État à réaliser les ambitions. Lorsque notre pays, le Togo, notre chef d'État a pris l'engagement de restaurer jusqu'à 1 400 000 hectares d'ici l'an 2030, ce n'est pas l'affaire d'une seule personne. Donc tous les acteurs doivent mettre en synergie leurs efforts. Je veux parler notamment des producteurs, dont les organisations paysannes que nous représentons. Nous parlons de la société civile qui doit également aussi mettre la main parce qu'il faut sensibiliser les gens, il faut conscientiser les gens, il faut conscientiser la population qui utilise cette nature-là pour vivre. Aujourd'hui, le constat est amer. Nous tous sommes conscients qu'il y a dégradation, même quand vous regardez le littoral ici. Vous n'êtes pas sans savoir que l'agriculture, elle-même, contribue à 40% de l'émission de gaz à effet de serre, parce que nous détruisons les arbres. Sur le terrain, déjà, plusieurs actions sont menées pour que les organisations de producteurs forestiers et agricoles, OPFA, puissent jouer leur partition. Ceci se fait à travers le mécanisme forêt paysan piloté par la FAO. Pour la FAO, en appuyant le gouvernement, on vise à assurer la durabilité des systèmes de production, à avoir des paysans qui sont à la fois agriculteurs, à la fois forestiers, à la fois éleveurs, qui contribuent durablement à la production dans le pays. Nous ne restons pas vaguement au niveau village. Nous allons dans des organisations paysannes de 20, 30, 15 personnes dans un village. On discute. Les acteurs vont donc harmoniser leur point de vue sur la relation entre l'agriculture et l'environnement et l'impact de l'agriculture sur la restauration des écosystèmes. La rencontre sera sanctionnée par une déclaration sur la restauration des paysages forestiers. Des engagements seront pris pour rester dans la dynamique du défi de Beaune, qui est un effort mondial de reboisement des terres dégradées et déboisées. L'Afrique, qui dispose de plus de 700 millions d'hectares de terres dégradées, s'est inscrite dans la logique de Beaune en adoptant l'initiative pour la restauration des forêts et paysages forestiers en Afrique. C'était par un communiqué. La HAC avait lancé un appel à candidature. Appel à candidature pour l'installation, l'exploitation des télévisions par satellite. Entre-temps, la limite de dépôt des dossiers a été prorogée, la fiche technique modifiée. Pourquoi ces changements? Élément de réponse, Lucassi.
Le 18 janvier dernier, la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication HAC lançait un avis d'appel à candidature pour l'autorisation d'installation et d'exploitation des sociétés d'édition de programmes de télévision par satellite. La date limite du dépôt de dossier est prorogée au 11 mars au lieu du 4 mars 2021 initialement fixé. Cet appel à candidature trouve son fondement dans les lois de la République. C'est en application des articles 25 et 44 de la loi organique numéro 2018-029 du 10 décembre 2018 portant modification de la loi organique numéro 2004-021 du 15 décembre 2004 que la HAC a envisagé d'étendre l'espace médiatique audiovisuel par l'autorisation d'installation et d'exploitation des chaînes de télévision par satellite à travers un appel à candidature. Aujourd'hui, nous avons des possibilités que nous offrent les technologies numériques. Et les gens en profitent, en ont profité pour créer des télévisions satellitaires qui échappent au contrôle de régulation de la HAC. En plus, il y a l'article 44 de la loi organique qui dit qu'aucun média audiovisuel ne peut être créé au Togo s'il obtient l'autorisation préalable de la HAC. Donc, ces deux articles sont fondamentaux dans la loi organique et donc qui fondent la mission de la HAC en matière de régulation du contenu des médias audiovisuels. Imaginez des dizaines et des dizaines de chaînes de télévision satellitaires qui émettent à partir du Togo. Naturellement, elles échappent au contrôle de la HAC en matière de régulation. Il faut combler ce vide par le lancement d'un appel à candidature pour que sur ce terrain, la loi soit appliquée. Donc c'est ce qui oblige ou qui amène la HAC à faire cet appel à candidature. La HAC veut mettre fin à l'existence illégale des chaînes de télévision satellitaires et surtout éviter leur création anarchique. Le premier objectif vise à décourager des promoteurs qui ont créé sans autorisation préalable de la HAC des chaînes de télévision satellitaires. Ces promoteurs profitent des possibilités qu'offrent les nouvelles technologies numériques, notamment Internet, pour créer des chaînes de télévision satellitaires au mépris de la loi. En effet, le service de monitoring de la HAC a recensé plus d'une dizaine de chaînes de télévision qui émettent par satellite à partir du Togo. Après la publication des résultats de l'appel à candidature, la HAC utilisera tous les moyens à sa disposition pour mettre fin aux diffusions illégales des programmes de télévision par satellite à partir du territoire national. En vue de permettre à ceux qui ont acheté les dossiers d'appel à candidature à mieux préparer leur offre, la HAC a décidé depuis le lundi 15 février 2021 d'apporter quelques modifications au DAO. 1. La suppression sur la fiche technique de la liaison par Internet qui devait se faire par un fournisseur d'accès Internet, FAI, de même que l'annexe 3 du DAO relatif à son engagement. 2. La prorogation de la date limite du dépôt au siège de la HAC des soumissions désormais fixées au 11 mars 2021 à 9h au lieu du 4 mars 2021 à 9h. Des modifications sont donc apportées à la fiche technique pour faciliter la tâche aux promoteurs soumissionnaires. Il faut plus de femmes dans le secteur de l'énergie. La CEDEAO pense que ce n'est pas encore assez. Les pays membres sont donc appelés à faire une part plus belle aux femmes dans les instances de décision du secteur énergie. Le Togo s'aligne et dévoile son plan d'action. Écoutez ça là. Les femmes occupent aujourd'hui une place de choix dans les politiques de développement au Togo et le secteur énergétique n'est pas épargné. Depuis 2019, le Togo a validé son plan d'action de mise en œuvre du programme de la CEDEAO pour l'intégration du genre dans l'accès à l'énergie. Un plan qui vise l'équité des droits, des responsabilités et des chances dans le secteur énergétique.
Les besoins des hommes et des femmes en matière d'énergie ne sont pas du tout les mêmes. Et souvent, quand on fait les projets, c'est les hommes qui font les projets et on néglige les femmes dans les projets énergétiques. Les objectifs, c'est de permettre aux hommes et aux femmes d'avoir un accès égal à l'énergie. Et pour y arriver, il faut commencer par la base. Déjà à l'école, que les filles s'intéressent au domaine de l'énergie. Et dans les sphères décisionnaires, il faut que les femmes soient là pour pouvoir défendre le rôle de la femme dans l'accès à l'énergie. La mise en œuvre du plan d'action du Togo s'étend sur la période 2020-2024. Cette rencontre a l'intention des acteurs concernés pour leur permettre de mieux maîtriser les objectifs fixés en vue de jouer leur partition. Nous allons parler amplement de la politique de la CEDEAO, nous allons parler amplement de la directive de la CEDEAO, nous allons mettre l'accent sur ce que nous attendons par le genre. Et enfin, nous allons détailler, disséminer le plan. C'est pour porter ce plan à la connaissance des acteurs du secteur et pour qu'ils s'approprient ce plan. Ces assises annoncent également la couleur du démarrage officiel des activités de l'unité focale genre mise en place par le ministère en charge de l'énergie et des mines. L'unité a pour mission de veiller à la mise en œuvre du plan d'action national. Couture, perlage, coiffure, la mode et ses caprices, ça ne finit jamais. 48 jeunes se remettent donc au goût du jour. Nouvelle tendance oblige. L'information est assurée par Anadeb à Batopé dans le Zion et à Tablibou dans le Yoto. Une opportunité d'emploi pour ces jeunes vulnérables et par leur métier et par le temps. Yasmine Kodia. Evelyne et Ablavi nourrissent l'ambition de créer et d'étendre leur atelier de couture. Comme ces deux porteuses de rêve, ils sont 48 jeunes artisans à tirer profit des créneaux que le projet d'opportunité d'emploi pour les jeunes vulnérables EJV leur offre. Venus de 11 villages de la région maritime, ils suivent ici une formation technique de 4 jours pour être plus professionnels et compétitifs. Dans cette formation, j'ai appris comment tu peux gérer ton argent. J'apprends des choses que je n'ai jamais connues. Avant, je ne savais même pas comment prendre mesure. Quand on a fait l'apprentissage, on ne savait même pas. Mais maintenant, dans cette formation, on a appris tout. On sait comment utiliser et les mettre. Quand j'écoute l'habit là pour la personne sera fière de moi. Il est question de permettre à ces jeunes entrepreneurs de découvrir de nouvelles techniques de mesure liées à leur métier. La formation s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet EJV. Comment utiliser les perles pour faire les boucles d'oreilles et les colliers. Comment utiliser les perles pour faire des sacs. Et la manière dont elle peut utiliser le pagne pour faire des tapettes et des boucles d'oreilles. On va terminer avec la méthode qu'elles vont utiliser pour garnir leur tenue pour leurs clients. Bien qu'ils ont suivi la formation, ils n'ont pas tout ce bagage intellectuel pour être patron. Quand ils prennent un pagne par exemple pour couper une chemise, le pagne finit. Ils ne sont pas précis dans la prise des mesures. Nous les avons complétés, la prise des mesures, la transformation des mesures et aller jusqu'à la pratique. Et ils courent l'habit de telle sorte qu'il laisse une grande valeur à l'intérieur de l'habit. À la fin, vous allez voir que l'habit ou le pantalon ne se pose pas. Le métier de la couture, c'est un métier qui évolue très rapidement. Donc, ce qu'on a appris avec les patrons, on ne peut pas évoluer avec ça toute sa vie. Il faut de temps en temps se mettre à la page, se perfectionner. Le projet est une initiative d'Anadeb soutenue par la Banque mondiale. Il a pour vision d'accompagner les jeunes vulnérables à sortir de la précarité. La directrice de la structure se félicite des résultats produits sur le terrain. Les experts ont trouvé qu'il était bien, pour les artisans surtout, d'organiser de ces séances de renforcement de capacité pour les aider à se mettre à niveau. Nous avons les experts qui sont encore là, à la disposition de l'ANADEB et qui doivent suivre la mise en œuvre des plans d'affaires des jeunes. Donc,
Ils sont venus apprendre. Maintenant, on va voir comment ça se passe concrètement dans le village. Et s'il y a des réajustements à faire, on le ferait pour que les 10 000 jeunes que l'ANADEB doit insérer professionnellement selon les indicateurs du projet soient réalisés. À terme, le projet EJV va offrir des activités génératrices de revenus à 14 000 jeunes, dont 7 000 femmes pauvres et vulnérables, dans 200 villages et 150 cantons à travers le pays. Et notez que 11 localités sont bénéficiaires de cette remise à niveau qui va durer 4 jours. Parlons justement de pagne, c'est un vêtement des grands jours. Quinté où le pagne artisanal fait toujours une sortie solennelle. Aujourd'hui, on note peu de gens abonnés à ces pagnes fabriquées ici et à la main par nos tisserands. Comment se porte le 7h? Aimé Alpha a rendu visite à quelques rares passionnés dans leurs ateliers. Regardez son reportage présenté par Yata Ratem. Il est connu sous le nom Batakali ou Quinté selon les régions. Pour d'autres encore, c'est le grand pagne. Cet ensemble fait partie de ce qu'on appelle chez nous le pagne traditionnel produit localement. Et la technique de son tissage se trouve être un vieux métier méconnu, négligé par certains. Cependant, cela passionne d'autres qui en font leur gagne-pain. J'ai fini en 2006. J'ai ouvert mon atelier en 2008. C'est une passion pour moi d'être tisserande. C'est un héritage, une richesse transmise de génération en génération. Dans ces ateliers, le pagne est tissé à la main. Ici et là, tous les membres sont réunis pour remettre au goût du jour le pagne traditionnel 100% africain. Il reste unique et authentique. Le tissu traditionnel a une grande valeur. Ça ne se gâte pas facilement. Du moins que le produit qu'on a pris pour colorer le fil qui n'est pas bien, qui va faire que le pagne va se décolorer et ça ne sera plus joli à voir. Mais si on tisse, ça garde toujours sa valeur. Il faut que chaque femme ait ce pagne dans sa garde-robe. C'est important parce qu'il y a des moments, il faut ça. Aujourd'hui, les pains tissés, les pains teintés représentent une grande valeur pour l'Afrique. Parce que vous n'allez pas aller trouver le pain tissé ou bien l'habit, le betekeli dans la friperie. Tu achètes, c'est toi qui as porté, c'est pour toi. C'est une qualité, c'est quelque chose qui est pour l'Afrique, quoi. C'est spécialement pour l'Afrique, ça ne se dévalorise pas, quoi. Ça a toujours son niveau, depuis nos ancêtres. Nous faisons même les habits classiques avec. Les femmes peuvent faire la veste et la jupe avec. L'homme peut faire n'importe quoi avec. Donc ça se porte maintenant classiquement. Beaucoup de jeunes connaissent maintenant la valeur de ce pagne. À la différence des pagnes importés dont la majorité des Africains se sont appropriés, celui-ci est tissé à partir du fil de coton. L'une des plus grandes difficultés auxquelles font face les tisserands est cette matière première, souvent achetée dans les pays voisins. Nous voulons avoir les fils. Si nous avons les fils et que nous produisons beaucoup, peut exporter. En dépit des difficultés, ils sont environ 6 000 tisserands au Togo à promouvoir le port de ce pagne. De plus en plus de jeunes s'adonnent à ce métier, aux pratiques ancestrales qui nécessitent du savoir-faire. J'ai choisi ce travail parce que j'ai une passion pour les pagnes. J'aime les pagnes tellement que lorsque j'ai vu on est en train de tisser pagne, ça m'a plu. Donc je voulais aussi rentrer dans ce métier pour savoir tisser les pailles. J'ai vu une amie apprendre ce métier et cela m'a plu et j'ai voulu l'apprendre également. C'est une passion pour moi. Après l'obtention de mon diplôme de fin d'apprentissage, je compte ouvrir mon atelier où j'exercerai ce métier. Longtemps considéré comme une filière sans avenir, ce secteur de l'artisanat est en pleine extension et connaît une véritable renaissance. L'actualité, c'est aussi du matériel neuf pour le CHU Cara, du matériel pour la chirurgie endoscopique. Ces techniques, en clair, c'est pour traiter les infections urinaires. Le personnel concerné est formé actuellement à l'utilisation de ces appareils. Le récit de Nestor Mojou. C'est sur ce matériel de haute performance que les urologues du centre hospitalier universitaire de Cara sont formés par une équipe de médecins urologues de l'hôpital universitaire de Zurich en Suisse. Le matériel a été offert par cette même équipe.
Il intervient dans la chirurgie endoscopique, une technique qui consiste à accéder à l'organe à opérer à travers les voies naturelles. C'est une chirurgie sans cicatrice, pour être court. Et donc il s'agit d'une innovation majeure et qui est très importante dans notre spécialité, l'urologie, et qui va permettre réellement de pratiquer l'urologie moderne. C'est une spécialité qui est en train de faire son petit bonhomme de chemin. Et nous essayons de la faire connaître par la population togolaise. Plaisir d'aider mes collègues ici à Togo pour faire le futur de médecine. Et c'est possible. Il faut travailler dur, mais je pense que c'est possible de faire l'opération sans cicatrice ici. Certains patients admis au CHU Kara ont pu bénéficier déjà de cette chirurgie endoscopique dans la prise en charge des affections urinaires dont ils souffrent. J'ai l'intuition que ça va être mieux qu'avant, parce que j'étais dans l'ignorance. Quand je pisse, je vois quoi, je me demandais c'est quoi. J'ai l'espoir que ça peut changer. Je souhaite à ce que la soutenance continue pour que n'importe qui souffrirait de cette maladie soit bénéficiaire au traitement que j'ai commencé à suivre. Je suis arrivé ici avec une hypertrophie de la prostate. Bon, l'opération, ce qui m'a marqué, c'est une opération toute particulière, parce qu'auparavant, c'est le ventre ouvert. Et cette fois-ci, c'est une endoscopie, comme on l'appelle. Et l'opération s'est passée, nous n'avons rien senti. Ça, il faut le dire franchement. Actuellement, je vais mieux. C'est une étape. Les responsables du CHU Kara espèrent que d'autres étapes seront franchies pour permettre d'améliorer la chirurgie endoscopique dans l'établissement. Le reste de l'actualité, Aniak Togou, de son côté, veut aussi écarter tout risque. Aniak Togou, c'est l'autorité nationale pour l'interdiction des armes chimiques au Togo. Elle vient de remettre aux différents acteurs des fiches réflexes. Qu'est-ce que c'est? Retenez que c'est pour assurer une bonne gestion des produits chimiques. Voici cela en image avec Rachel Douassimé, Solange Amandé et Marie-Ange Bida. La situation est préoccupante. Les risques liés à la gestion des produits chimiques sont énormes sur la santé des populations et de l'environnement, selon l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques. Il faut donc agir. L'autorité nationale pour l'interdiction des armes chimiques, Aniak Togo, dote les primo-intervenants des fiches réflexes. Des fiches qui vont servir à la préservation de la santé humaine et à la protection de l'environnement. Ce guide que nous avons reçu, il faut savoir que c'est comme la Bible pour nous au niveau de la sécurité et des interventions qui rentrent dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et l'utilisation des produits chimiques. Donc dans nos activités, cela nous donnera plus d'informations et nous permettra de savoir comment aider les autorités pour mieux utiliser ces produits. Ce guide va être vulgarisé dans les unités de police. Et ce guide nous permet de savoir, en cas d'incident, comment donner l'alerte, comment sécuriser les lieux avant l'arrivée d'un secours. Des centaines de millions de tonnes de produits chimiques sont produites chaque année dans le monde. Les fiches réflexes, puissants outils de gestion des incidents chimiques, permettent aux acteurs d'agir en synergie. L'Aniak Togo veille au grain. L'utilisation des produits chimiques se fait de plus en plus probant. Et il est indéniable aussi que ces produits chimiques représentent aussi des menaces, tant du point de vue de leur stockage, de leur manipulation ou de leur transport. L'Aniak Togo, dans le cadre de la prévention des risques liés à ces produits chimiques, a élaboré une fiche réflexe à l'endroit des primo-intervenants. Cette fiche réflexe retrace toute la conduite à tenir en cas d'incident lié aux produits chimiques. Nous avons invité tous les primo-intervenants, nous allons leur remettre les fiches réflexes pour qu'ils s'inspirent de ces fiches réflexes lors de leurs activités pour minimiser les risques. 1500 fiches réflexes sont mises à la disposition des acteurs primo-intervenants dans la gestion des incidents liés aux produits chimiques.
Elles ont été élaborées et validées en 2020. S'informer en temps réel avant de se lancer en mer. Les pêcheurs, les acteurs marins pourront désormais compter sur 3 stations météo installées le long du littoral togolais. C'est un projet du Haut Conseil pour la mer réceptionné par le ministre de tutelle qui voit un véritable frein aux risques liés à la mer. Je vous l'annonce au sommaire, nous reviendrons sur le sujet dans nos prochaines éditions. Il est 20h31. Voici venu le rendez-vous avec Jean Kofi et Dedi et ses sports. Bonsoir Jean. Bonsoir, bonsoir Jason. Nous parlerons d'abord cyclisme avec la séance de sensibilisation des acteurs sur les mesures barrières et sur le Covid-19. Oui Jason, l'initiative vient des responsables de la Fédération togolaise de cyclisme à l'endroit donc des coureurs et des encadreurs. Ils ont été situés sur les nouvelles mesures à respecter lors des prochaines compétitions de la petite reine des pistes au Togo. Reportage à Tchoussaba sous le commentaire de Aflim Johnson. Dans les starting blocks, en vue d'un retour imminent sur les aires de jeu, tous les acteurs sportifs togolais continuent de s'échauffer. Mieux, on affine les stratégies afin de s'adapter aux protocoles sanitaires élaborés par les autorités gouvernementales afin de contrecarrer la contamination au nouveau coronavirus. Le respect des mesures barrières lors des compétitions sportives, le sujet est au cœur de ce rendez-vous entre la famille du cyclisme. Nous sommes venus appeler aux cyclistes, aux encadreurs, aux responsables de la Fédération togolaise de cyclisme, les règles de base, les gestes barrières. Et au niveau également de l'organisation, les cyclistes ont l'habitude de se regrouper et sans masque et tout le reste. Nous avons l'obligation de leur rappeler les distanciations sociales. Au cours de l'activité du cyclisme également, nous allons faire les tests PSA pour tous les cyclistes au début des activités comme à la fin. Il s'agit d'une rencontre visant à restituer aux responsables et encadreurs de clubs les conclusions de l'atelier préparatoire à la reprise des activités sportives au Togo, atelier qui s'est tenu le 19 novembre 2020 à Lomé. À la Fédération togolaise de cyclisme FTC, l'on fait appel au sens de responsabilité des acteurs pour que les objectifs soient atteints. On ne doit plus être gendarme derrière quelqu'un. Ils doivent savoir que quand nous arrivons à un regroupement de départ par exemple, on doit arriver là-bas avec nos masques. Quand nous terminons à l'arrivée, ils doivent se remettre directement encore en masque. Et ils ne doivent pas se rapprocher de trop. Et déjà, les cyclistes se font à l'idée que les habitudes vont changer. On ne va pas passer les bidons d'eau. Le bidon d'eau sera personnel pour les cyclistes, si c'est à toi. Donc tu dois utiliser jusqu'à l'arrivée. Si il y aura ensuite des bidons de réserve pour toi, si tu veux venir chercher les bidons de réserve, donc ça sera numéroté à toi lors de la compétition ou lors des entraînements. Suite à cette rencontre entre la FTC et ses clubs affiliés, la voie est balisée pour que très bientôt, la petite reine retrouve les pistes togolaises. Autre sujet évoqué avec vous ce soir, les Maracaniens. Là, on se remet en forme. La reprise des compétitions s'annonce. Effectivement, Jason, ce sont des Maracaniens, joueurs et sympathisants réunis au sein du club de Maracana Espérance de Lomé qui se prépare pour la nouvelle saison imminente. La remise en forme s'est déroulée sur leur terrain de jeu à l'université de Lomé. Retrouvons Aflim Johnson. Bientôt, la reprise des activités sportives au Togo. Mais avant, dans les différents états-majors, on s'active pour se conformer aux règles sanitaires édictées par les autorités. À Espérance Maracana Club de Lomé, l'on ne déroge pas à la règle. Le respect des mesures barrières est de mise. Quand on a approché vraiment l'université, les autorités nous ont demandé beaucoup de choses à respecter qui vont dans le même sens que ce que le ministère des Sports a demandé. Le ministère a dit qu'un club ou une structure sportive qui ne respecterait pas ces mesures-là, ce sera vu et retiré vraiment l'autorisation de s'entraîner. Tous ceux qui viennent, les membres qui viennent à l'entraînement, on prend leur température. Il y a d'ailleurs une fiche de suivi demandée par la deuxième vice-présidente qui est chargée des infrastructures sur le campus. Après pratiquement un an d'inactivité due à la pandémie au coronavirus, la reprise se fera graduellement. Pour l'heure, l'accent est mis sur la condition physique. Les activités ont commencé normalement au niveau de EDL par nos petits entraînements de mise en forme. Nous travaillons pour redonner aux joueurs les automatismes qu'ils avaient et au même moment pour retrouver en confiance la condition physique. Et on a passé pratiquement 11 à 12 mois, disons une année sans activité.
Et aujourd'hui, on nous permet de reprendre nos activités. Donc c'est vraiment une grande joie pour nous. Et parlant de la convivialité, fraternité, vous allez voir qu'il y a le doyen Bawa, Bawa Yewuza qui n'est même pas de EDL, mais il est avec nous. Donc ça démontre encore une fois cette CFA que prône le Maracana. A priori, on se prépare donc patiemment au niveau de EDL dans le strict respect des mesures barrières en attendant le top départ officiel. Alors merci Jean, prochain rendez-vous sport. Oui, prochain rendez-vous sport sur la TVT, c'est samedi à partir de 13h45 dans Sport et Détente. Merci beaucoup Jean Kofi Dédi qui assurait là la page des sports. Et on enchaîne, on en parlait tout à l'heure, les gestes barrières, le coronavirus nous y oblige. Voici justement la situation de la pandémie au nouveau coronavirus Covid-19 au Togo. À ce jour, jeudi 18 février 2021, la situation de la pandémie au nouveau coronavirus Covid-19 au Togo se présente comme suit. 1. Le nombre de cas confirmés est de 6085 avec 78 nouveaux cas depuis hier. Le nombre de personnes guéries est de 5179 avec 33 nouveaux guéris depuis hier. Le nombre de cas actifs est de 825 et le nombre de décès est de 81. Chiffre rendu public par le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de l'accès universel aux soins, professeur Moustapha Mediawa. Autre communiqué avant de nous séparer ce soir, communiqué conjoint. Le directeur des affaires maritimes et le préfet maritime portent à la connaissance des armateurs, sociétés de consignation, opérateurs économiques et propriétaires de navires et embarcations que des épaves de navires et embarcations ont été découvertes au quai minéralier du port autonome de Lomé. Ces épaves constituent un danger pour la sécurité des manœuvres portuaires et une entrave à l'exploitation du dit quai. À cet effet, le directeur des affaires maritimes et le préfet maritime invitent les propriétaires des dites épaves à procéder d'urgence à leur enlèvement dans un délai de 2 mois à compter de la date de publication du présent communiqué. Pour ce faire, il est demandé à ces derniers et ou à toute personne qui aurait connaissance des propriétaires de ces épaves de se manifester auprès de la direction des affaires maritimes sise dans la zone portuaire rue Sagatogo dans un délai d'1 mois à compter de la date de publication du présent communiqué pour les formalités d'enlèvement des dites épaves. Les dispositions législatives et réglementaires du Togo n'autorisent pas la présence ou le délaissement des épaves dans les eaux sous souveraineté nationale. Tous les propriétaires sont conviés à s'exécuter dans les délais impartis, faute de quoi ils seront déchus de leurs droits de propriété et l'État togolais procédera au démantèlement, à l'enlèvement et à la vente de ces épaves à leurs frais et risques. Pour tout renseignement, contactez la direction des affaires maritimes au numéro 00228 70 43 52 24 ou le 228 90 14 08 35. Le directeur des affaires maritimes et le préfet maritime comptent sur la diligence de tous ceux qui sont concernés et par le présent communiqué. Il les remercie pour leur bonne compréhension. Voilà qui met fin, qui permet à cette édition donc de se refermer. Merci à vous qui nous suivez ce soir, ou précisément eh bien, dans le Pendjal. Et comme d'habitude, toujours fidèlement, très belle soirée à vous.